chers partenaires, amis, actrices, acteurs engagés pour un Congo meilleur. C'est un honneur en tout cas de vous recevoir ce matin. Bonjour et bienvenue à cette table Merci. ronde citoyenne organisée, n'est-ce pas, par notre coalition dans le cadre de parler du constat des droits humains depuis plus de 65 ans d'indépendance en République démocratique du Congo. C'est un cri en même temps parce que malgré les décennies passées, la dignité humaine reste encore trop souvent piétinée sur nos territoires. Nous avons remarqué à plusieurs reprises des violences, des inégalités, des discriminations, de manque de justice, des libertés menacées, une pauvreté persistante, et j'en passe. Il y a tellement de choses à décrier aujourd'hui. Une question, car nous avons le devoir aujourd'hui collectif de nous interroger. Que reste-t-il de l'élan de libération de 1960? Quelle place pour l'humain dans nos institutions, nos lois, nos pratiques et nos priorités? Enfin, un appel, après cette question, à penser et construire ensemble un avenir plus juste à partir des voix citoyennes, des témoignages de terrain, des analyses lucides et des propositions concrètes. Nous allons écouter aujourd'hui 6 intervenants, 6 voix complémentaires venues de différents horizons, mais toutes animées par un même feu, celui de justice, de la vérité et de l'action. Alors, avant de présenter notre premier intervenant, qui, je l'espère, va arriver entre-temps, permettez-moi de dire quelques mots sur ce qui nous rassemble aujourd'hui. Cette rencontre est portée par la coalition des acteurs et actrices citoyens engagés et solidaires, déterminés, un collectif en devenir, riche de la diversité de ses voix, de ses parcours et surtout de sa détermination à œuvrer pour un avenir plus juste et plus digne pour la population congolaise. Alors, cette coalition est née à la suite de la rencontre de mars dernier, centrée sur la situation de la femme congolaise, une rencontre portée avec force et engagement par l'association UNAH, signifiant « Unissons-nous pour l'avenir de l'humanité ». Ce moment a été un déclic. L'ambition de porter la voix de la femme congolaise ne pouvait plus rester isolée. Elle devait s'élargir, s'enraciner, s'unir à d'autres engagements citoyens pour défendre les droits humains dans leur globalité. C'est ainsi qu'a émergé cette coalition qui réunit aujourd'hui des acteurs et des actrices venus d'horizons variés, sans distinction de métier, de territoire, d'ambition politique, sociale ou économique, mais unis par une volonté commune, celle de ne plus se taire, de penser et agir ensemble pour faire avancer les droits humains, la démocratie, l'égalité et la dignité en République démocratique du Congo et dans la région. Alors, le chemin est sinueux. Il se trouve que le chemin est sinueux, semé d'obstacles, de menaces, de silences, parfois de découragement. Mais chaque prise de parole, chaque acte de solidarité, chaque réunion comme celle-ci est une avancée. Nous continuons à tracer ce chemin et nous le faisons ensemble. Ceci dit, après vous avoir présenté cette coalition d'acteurs, j'ai maintenant le plaisir d'ouvrir cette table ronde avec la première prise de parole. Merci à celles et ceux qui n'interviennent pas, effectivement, de bien vouloir désactiver
leur micro pour garantir une écoute de qualité. Chaque intervention ira de 3 à 5 minutes et nous allons accueillir, puisqu'il se trouve que Monsieur Tira, le premier intervenant qui devait nous mettre en historique et en histoire la situation des droits humains, n'est pas encore là. Et donc, nous allons commencer par le deuxième intervenant, Monsieur Cyprien Walupaka. Je le présente rapidement avant de lui demander d'ouvrir son micro. Il peut déjà commencer à ouvrir son micro. Il est père de famille, philosophe de formation, leader social et formateur en leadership communautaire, notamment autour des enjeux liés au leadership masculin. Son engagement s'enracine dans une lecture profonde et humaniste des droits humains qu'il aborde à partir d'un prisme central, la dignité humaine. Pour lui, toute lutte pour les droits fondamentaux, qu'elles soient sociales, politiques, économiques ou juridiques, ne peut se penser qu'en regardant chaque être humain comme porteur de valeurs, dès sa naissance, du seul fait d'exister. Et lorsque cette dignité n'est plus reconnue, c'est l'humanité elle-même qui vacille et l'être humain est alors réduit à l'état d'objet, de simple rouage ou de victime silencieuse. Et dans le contexte de cette table ronde, M. Walupaka nous invite à poser un regard sans détour, mais aussi profondément enraciné dans l'espérance, celle d'une reconnaissance mutuelle, d'un leadership responsable et d'une restauration du tissu humain, condition nécessaire à toute transformation durable. Nous lui cédons la parole avec intention et reconnaissance. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Cyprien Walupaka, et prendre la parole, je vous en prie. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame. Je suis au rendez-vous et je salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent dans ce forum, cette conférence en ligne. Je voudrais marquer mon intervention par le concept de la dignité humaine. Et pour moi, tout va graviter autour de ce contexte. Tout bilan de 65 ans de souveraineté nationale devait être établi autour de cette valeur fondamentale. Alors, je résume d'abord ma pensée en une phrase. Selon moi, tout a conspiré et tout conspire encore à nier sa dignité à l'homme congolais, à la femme congolaise, et cela depuis la traite des nègres jusqu'à l'époque où nous parlons de la démocratie. S'il faut établir un bilan historique, je crois que trois concepts ou trois aspects ou encore trois dimensions doivent nous guider dans cette réflexion. Et le premier concept, c'est celui de la négation de la dignité de l'homme congolais et de l'homme africain en général. C'est ce concept qui a guidé la pensée, n'est-ce pas, qui a motivé la traite négrière. Nier à quelqu'un sa dignité signifie que on le coupe des racines fondamentales de sa création. Parce que selon moi, et selon la conviction chrétienne, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est le livre de la Genèse qui nous l'instruit. L'homme ne vaut que par le fait qu'il est attaché à sa racine première et donc la ressemblance, l'image de Dieu qu'il développe en sa personne, l'image de Dieu qu'il porte en sa personne.
Et la philosophie de la traite est partie du fait que des penseurs de l'époque ont voulu nier sa dignité à l'homme noir. Et donc, l'homme noir n'était plus qu'une marchandise, une bête de somme qu'il fallait utiliser pour les intérêts des Occidentaux et de leurs collabos. Le deuxième concept, c'est celui de l'aliénation, le concept de l'aliénation qui a guidé l'époque coloniale. Et donc, tout en cédant quelque chose de la dignité de la personne humaine, il fallait l'aliéner, lui arracher le fond patriotique, lui arracher sa différence et faire de lui comme une sorte de caisse de résonance des coloniaux. Et le troisième concept qui est venu comme pour conclure ou comme pour résumer les deux précédents, c'est le concept de l'annihilation. L'annihilation de l'homme africain et en ce qui nous concerne de l'homme congolais consistait tout simplement à le couper de ses racines ancestrales, à anéantir sa culture et donc sa personnalité, ce qui fait sa différence. Ça, j'appelle l'histoire ou la préhistoire du Congo. Parce qu'à mon sens, l'histoire ne commence que quand la personne humaine est reconnue dans sa dignité et quand il pose des actes qui marquent son cheminement au long de l'histoire. Alors, si nous voulons faire le bilan des 65 ans de notre accession à la souveraineté nationale, nous devons le faire à l'aune, à la mesure de comment les 65 ans d'indépendance nous ont aidés à accroître un tant soit peu la conscience de notre propre dignité et de la dignité de l'autre, la conscience de notre souveraineté nationale, c'est-à-dire la capacité de projeter notre avenir, de prendre notre destin en main, la capacité de décider de comment nous voulons vivre notre vie, de comment nous voulons projeter l'avenir de nos enfants, la capacité de comment nous voulons orienter les ressources de notre pays, la capacité de comment nous voulons penser l'enseignement de nos enfants et la capacité de comment nous devons prier selon les racines de nos ancêtres. Eh bien, c'est cela qui, à mon sens, résume la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette personne, je veux dire, le Congolais et la Congolaise, depuis l'accession à l'indépendance, une indépendance factice, n'a jamais osé penser être libre parce qu'il est entré dans un système, juste après les indépendances, qu'il a, je dirais, qu'il a bloqué dans toutes les dimensions. Ce sont les mêmes Belges qui nous ont colonisés, qui ont continué à gérer notre système éducationnel. Ce sont les mêmes Belges qui nous ont colonisés, qui ont continué à former nos officiers militaires. Ce sont les mêmes Belges qui nous ont colonisés, qui décidaient et qui continuent d'une certaine façon élargie à l'Union européenne, à décider de la destination de nos ressources naturelles. Ce sont eux qui ont bloqué, n'est-ce pas, l'essentiel de nos valeurs ancestrales et ils nous ont plutôt appris à prier et à penser Dieu avec des schèmes occidentaux. Et alors, à mon sens,
la Encore, dignité de la encore 30 secondes, encore 30 la petites di- secondes. oui, la dignité de la personne humaine au Congo est menacée et jusqu'à présent, aucun régime n'a réalisé euh, les, ce que le peuple attend de lui, donc les services sociaux de base. On torture encore dans les centres pénitentiaires et tous les services de l'État conspirent à piller, à, à appauvrir, appauvrir les initiatives entreprises par le peuple congolais. Et donc, à présent, je vous remercie et je vous dis que la situation est pire qu'avant la colonisation, en résumé, et sur le plan sécuritaire, sur le plan de la qualité des services sociaux, sur le plan de l'enseignement, de la santé, ainsi de suite. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup pour cette belle intervention qui nous permet de passer au deuxième intervenant, Monsieur Tira. Est-ce qu'il est déjà là? Je ne sais pas, peut-être pas encore. Et nous reviendrons vers lui. S'il n'est pas encore là, nous allons accueillir le troisième intervenant prévu selon le programme, Monsieur Bernardin Sebaïré, une figure incontournable dans le paysage intellectuel et médiatique congolais, à qui je demande déjà d'ouvrir son micro. Il est enseignant-chercheur à l'ISDER de Bukavu. Il y développe des travaux sur la gouvernance, les médias et les conflits, tout en assurant le rôle de coach à la radio universitaire de l'ISDER. Son parcours professionnel est riche de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine du journalisme sensible au conflit. Il a notamment travaillé comme consultant en communication à la Fondation Panzi, formateur de journalistes pour Search for Common Ground et coordinateur national des programmes radio à la Bénévolencia. Il est également auteur de plusieurs publications sur les médias, les conflits et le numérique en RDC et intervient régulièrement dans des recherches collaboratives à dimension internationale. C'est un expert engagé, un praticien de terrain, mais aussi un intellectuel critique dont l'analyse éclaire les dynamiques sociopolitiques et communicationnelles de notre pays. Alors, Bernardin Sebaïré, nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Je vous remercie. Bienvenue. Merci beaucoup, Alliance, et merci pour la parole. Je remercie aussi le premier intervenant, M. Olupaka, qui est revenu sur les concepts de la dignité humaine. Pour ma part, je veux beaucoup insister sur les concepts de bricolage, en dressant le diagnostic de notre pays 135 ans après l'indépendance. Nous pouvons retenir que le bricolage aura été la caractéristique principale de notre leadership depuis la fondation de la République démocratique du Congo, voilà 25 ans maintenant. Dans tous les secteurs de la vie de l'État, nous avons bricolé sur le plan de l'économie, de l'industrie, de l'aménagement du territoire, la logistique ou l'équipement du pays, l'armée, la sécurité, l'administration, l'éducation et la gestion de l'homme. Les leaderships qui se sont succédés à tous les niveaux n'ont jamais eu de vision centrée sur les Congolais. L'indépendance de la RD Congo avait marqué le début d'une intercolonisation des Congolais par des Congolais. Effectivement, une triste période qui nous a conduits là où nous sommes. En effet, cette intercolonisation commence par la vision politique des leaders de l'époque, limitée souvent à la famille, au clan ou à la tribu. Très peu d'entre eux avaient une vision qui allait au-delà de la tribu, car pour les gens de la génération de mon grand-père et sur une majeure partie du pays, le clan voisin était déjà un milieu d'attention. La tribu voisine, une terre d'éventuelles hostilités, et les ethnies lointaines
étaient des terres inconnues et étrangères. Et du jour au lendemain, ces familles, clans, tribus, ethnies, avec toutes leurs histoires d'antagonisme et méfiance, devaient former une nation. Il est clair qu'il y avait un intérêt à appartenir au grand ensemble, car il constitue un nouvel espace qui fascine et dans lequel il y a certainement des choses à prendre et des choses à faire. Quand on lit l'histoire de l'époque, on a toujours l'impression que la cohésion nationale d'alors est due plus au fait que l'ensemble des peuples de la RD Congo avaient une identité, avaient identifié un ennemi commun, le colonisateur. C'est vrai aussi que les gens avaient voyagé, que les histoires de la RD Congo étaient fascinantes. Les Congo étaient et restent aussi à découvrir par les Congolais. Que dire des extrêmes qui caractérisent la RDC? Un pays encore où le salaire d'un haut fonctionnaire, grade d'inspecteur, est de 100 $ par mois, alors que le représentant du peuple, un député, touche au moins 10 000 $ mensuellement. Il gagne ainsi plus de 1000 fois le salaire du haut fonctionnaire. Et où l'on trouvera un haut fonctionnaire dont le salaire mensuel est de 100 $ américains, mais qui peut construire un immeuble de plus de 1 million de $ américains. C'est ce pays dont la machine de la distribution est détraquée et où il n'existe pas de classe moyenne. Un enseignant est un pauvre monsieur qui a adopté de nouvelles valeurs et qui s'évertue à ponctionner étudiants et élèves, quel que soit leur âge. C'est ce pays de gangsters où on peut lire sur les murs « Cette parcelle n'est pas à vendre », car la justice en déliquescence avancée permet qu'on puisse vendre votre maison alors que vous y vivez. C'est ce pays où un monsieur dans sa ferme, propriétaire depuis plus de 20 ans, s'envoie chasser par 2 camions de militaires qui viennent le faire déguerpir au motif que le propriétaire a déjà vendu. Dans ce pays, l'autorité de l'État ne s'exerce pas au bénéfice des citoyens, mais de celui qui peut amener des dollars. Que dire de nos écoles? Aujourd'hui, la majorité des jeunes qui terminent leurs études dans nos écoles secondaires n'ont pas le bagage nécessaire sur lesquels peuvent aisément se construire d'autres savoirs et s'ajouter de nouvelles connaissances. Nos écoles ne répondent plus aux besoins de formation exigés par la transformation de nos richesses. Nous avions rentré nos écoles vers un enseignement d'élite désincarné. Dès lors, nos écoles non plus ne sont pas en ordre de bataille pour le développement. Les valeurs qu'elles développent ne sont pas seules du développement. Voilà en quelques mots ce que je peux donner comme diagnostic de notre pays par rapport à cet aspect. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bernardin, pour ce diagnostic aujourd'hui qui fait état de la situation générale, globale, et surtout éducationnelle, formation, le caractère du leadership. Et ça nous permet de faire la jonction avec l'intervention qui va suivre de Monsieur Claude Benemungou, chef des travaux, économiste, gestionnaire financier et titulaire d'un master en gestion des ressources humaines, pour un éclairage précis sur l'impact de la crise socio-économique en République démocratique du Congo sur la femme congolaise. Dans son intervention, il définit d'abord les grandes lignes de ce qu'est une crise socio-économique avant de revenir sur les spécificités de la situation congolaise. Une économie minée par l'instabilité politique, les conflits armés et les déséquilibres macroéconomiques. Malgré des indicateurs de croissance globale encourageants ces dernières années, les bénéfices de cette croissance restent inégalement partagés et n'améliorent pas les conditions de vie de la majorité des citoyens. Il mettra aussi un accent particulier sur la précarité et la précarisation accrue des femmes congolaises, principales victimes de cette crise. Il soulignera les inégalités persistantes entre hommes et femmes, l'absence d'accès à l'éducation, au financement, aux terres
et les nombreux obstacles culturels et structurels à leur autonomisation économique. Enfin, il propose des pistes concrètes de sortie de crise qui passent, selon lui, par un travail de fond sur l'émancipation des femmes, la lutte contre les violences et stéréotypes et un meilleur accès aux ressources financières et à l'éducation économique, notamment avec le soutien des acteurs de la solidarité internationale. Je te remercie, très cher Claude Benemungu. C'est à toi la parole. Merci beaucoup, Madame Eri. Bonjour à tous les participants. Je suis heureux d'être parmi vous. Sauf qu'une petite rectification, je suis plutôt en train de parler sur les 100 ans d'indépendance, la poursuite socio-économique, l'indépendance économique de l'RDC. Ce dont vous venez d'introduire était à ma première intervention lors de notre première réunion, si vous avez bonne mémoire. Et là, je suis en train d'intervenir sur l'indépendance économique. Merci. 65 ans d'indépendance, oui, pour l'indépendance politique, indépendance qui devait être en général l'indépendance sur tout le plan, mais nous avons constaté avec amertume 65 ans après que l'indépendance elle est restée politique, mais dans le secteur économique, nous n'avons jamais été indépendants. Alors, à la poursuite de son indépendance économique, l'RDC a besoin d'un nouveau paradigme. 65 ans après l'obtention de son indépendance politique, des méthodes différentes sont en effet nécessaires pour atteindre le développement socio et économique du pays. Un processus qui s'inscrit dans le temps et demande des actions concrètes, à l'image de ce qui s'est fait de meilleur à l'international. L'RDC a besoin d'un leadership fort. Elle a également besoin de la pratique de la bonne gouvernance, tant dans le secteur public, par exemple, appelé à rehausser les budgets réservés à l'agriculture, les budgets réservés à l'éducation ou encore à la recherche, mais aussi tant dans le secteur privé. Le nouveau leadership voulu pour l'RDC doit être capable de se définir des objectifs clairs et de poser des actions nécessaires à leur réalisation. Pour cela, il faut une politique de développement industriel et de diversification économique qui se projette sur le long terme, et donc au-delà des cycles électoraux, qui implique concrètement toute la nation, y compris la diaspora, et qui intègre les questions de développement agricole, d'indépendance énergétique et d'indépendance financière. Ces éléments cités sont censés conduire l'RDC vers une bonne transformation structurelle de son économie. La politique industrielle qui exige une intelligence économique et qui, pour la RDC, visera à monter sur la chaîne de valeur, nécessitera une politique d'investissement intégrée et cohérente qui prend en compte la question des transferts de technologies. Pour ce transfert, bien évidemment aussi, pour que ce transfert soit possible et efficace, des réformes en matière d'enseignement et de formation sont nécessaires, notamment pour faciliter l'association école, université et entreprise. Pour cela, l'introduction en RDC de la formation basée sur des compétences dans l'enseignement technique et professionnel est un début de réponse. Les projets économiques structurants qui s'inscrivent dans l'agrégation, agriculture, industrie et énergie coûtent financièrement cher. Et l'état actuel du développement socio-économique de l'RDC et de ses finances publiques ne lui permet pas de passer des financements extérieurs qui peuvent notamment s'obtenir par les moyens d'émission des rebonds. Et donc, ici, on comprend que l'RDC n'est même pas sur la voie d'être économiquement indépendante parce que nous dépendons encore des financements de l'extérieur pour réaliser certains projets. Toutefois, pour absorber efficacement les ressources financières mobilisées à l'étranger, ces projets doivent aussi être viables. Et la sollicitation des marchés financiers à l'intérieur comme à l'extérieur du pays requiert des réformes
particulières qui n'ont pas encore été mises en place. Pour être efficace, la politique industrielle amenée en RDC doit enfin intégrer l'aspect régional de la question parce qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment financières et infrastructurelles, qui exigent la mutualisation de certains efforts. Mais bien évidemment, aussi tenir compte de certaines méga-tendances mondiales, principalement celles du développement du numérique, du développement climatique et de l'urbanisation. Ces méga-tendances donnent particulièrement à la RDC la possibilité d'exploiter le potentiel de la production des batteries à partir du cobalt dont elle est le premier producteur mondial. Ces marchés porteurs ne doivent pas cependant occulter l'importance stratégique de l'agriculture, autre fournisseur potentiel d'intrants à l'industrie et le caractère indispensable de la question énergétique. Si on peut parler du contrat gagnant-gagnant que le gouvernement congolais venait de signer hier avec les USA, on peut se dire que c'est un soulagement, mais il faut qu'il y ait efficacité dans sa matérialisation. Donc, comment y parvenir? Nous avons présenté certaines recommandations pour le développement de son capital humain. Nous avons proposé plus de 6 recommandations, à savoir le premier, l'RDC doit avoir une stratégie d'accumulation des connaissances qui intègre l'aspect de la digitalisation. En second lieu, l'RDC doit également avoir une politique de main-d'œuvre à laquelle peuvent être arrimées la politique agricole et la politique industrielle du pays. En effet, pour passer des activités d'extraction à celles de transformation, il faut s'appuyer sur une main-d'œuvre qualifiée. Concrètement, et à titre d'illustration, des formations consacrées au secteur minier sur toute la chaîne de valeur doivent être organisées dans les régions du pays qui en ont plus besoin. Troisièmement, l'RDC a aussi besoin d'une politique d'innovation qui promet la recherche et le développement. Quatrièmement, la dimension régionale et internationale ne doit pas être négligée. Cette fois-ci, au niveau de la formation, en créant des centres d'excellence où les coûts et les connaissances sont mutualisés ou en accueillant des représentations d'institutions d'enseignement et de recherche mondialement reconnues. Cinquièmement, avant de finir, parlons de l'INPP. L'Institut national de recherche et de préparation professionnelle, l'INPP, devrait se transformer en un véritable centre d'excellence à vocation régionale pour acquérir et créer des technologies nécessaires au développement des secteurs prioritaires en RDC. Pour cela, il faut accroître les budgets dédiés à cette institution en élargissant les missions et autant que possible l'implanter sur tout le territoire national. En tant que centre d'excellence, l'INPP pourra signer des accords, bien évidemment, avec des centres de recherche nationaux qu'étrangers pour renforcer ses capacités de produire et vendre la technologie aux pays limitrophes. Enfin, sixième recommandation. 30 secondes. Encore 30 secondes. Merci. J'ai fini en disant, dernière recommandation, la mise en place d'un système de police et dialogue qui n'est qu'une synergie entre les ministères, mais aussi une synergie entre les chercheurs et les praticiens. En tout état de cause, la notion de gouvernance revient encore à ce niveau. Il faut à la RDC une vision de développement économique portée par les pouvoirs publics avec une feuille de route qui fait la part belle à l'acquisition et à la production effective des connaissances. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claude Benemourou, chef de travaux, et puis aussi pour cette amabilité d'avoir rattrapé mon propos dans la présentation, effectivement. C'était une très belle présentation et j'ai vu que notre cher, aimablement appelé Oncle Chira est arrivé. Mais avant de lui donner la parole, nous allons passer au quatrième intervenant qui est Nicodème Bigabois, peacemaker, engagé de longue date pour la paix, la justice et le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs.
Il est actif au sein de l'organisation Ujumbe Grand Lac, qui milite pour une paix durable comme fondement incontournable des objectifs de développement durable. Sans paix, rappelle-t-il, aucun développement véritable n'est possible. Nicodème est pédagogue, juriste de formation et journaliste de pratique, une voix citoyenne enracinée dans Bukavu, où il vit encore aujourd'hui les conséquences douloureuses de la guerre et des violations graves des droits humains qui marquent notre histoire depuis 1994. Il porte un regard lucide, courageux et profondément humaniste sur notre société et nous partage aujourd'hui son diagnostic et ses propositions pour bâtir un avenir plus juste. Bienvenue, Nicodème Bigavois. Vous avez 5 minutes et j'espère que votre micro marche, fonctionne. Parce qu'il est... Ah, super, très bien, il est ouvert. À vous la parole. Bonjour. Merci, Madame Alliance. Et bonjour à tous les co-débatteurs et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces 30 juin. Un jour mémorable. Et j'ai souhaité à ce que je parle de l'héritage culturel de la colonisation belge au Congo 65 ans après l'indépendance. Entre acquis, défis et aspirations pour l'avenir de la RDC et des peuples de la région des Grands Lacs. En effet, cette date invite à une réflexion approfondie sur les traces laissées par la colonisation belge, notamment sur le plan culturel. Si certains aspects de cet héritage peuvent être considérés comme des acquis, d'autres, cependant, constituent encore aujourd'hui des défis majeurs. Et dans ce contexte, il est crucial de sur les aspirations culturelles actuelles des Congolais et des peuples de la région des Grands Lacs. Quels sont ces acquis culturels de la colonisation belge? Premièrement, la langue et un système éducatif. Le français reste la langue officielle et joue un rôle d'unificateur national dans un pays marqué par la diversité linguistique. Aussi, l'introduction d'un système éducatif structuré avec des écoles missionnaires qui ont posé des bases de l'éducation moderne malgré leur caractère souvent élitiste et discriminatoire. Et deuxièmement, des infrastructures culturelles. Il y a des constructions des musées, églises, des écoles, ainsi que des bâtiments administratifs et culturels. Il y a une conservation de certains patrimoines matériels et immatériels. Et troisièmement, il y a la documentation et reconnaissance des cultures locales. Il y a eu une collecte ethnographique qui est souvent biaisée, mais qui a permis de conserver des données sur les traditions, les langues et structures sociales locales. Et quels sont les défis liés à cet héritage colonial? Ils sont énormes, mais nous pouvons citer quelques-uns. Premièrement, l'aliénation culturelle et perte d'identité. Il a été noté qu'il y a eu imposition des modèles culturels européens, marginalisant les savoirs et traditions africains. Il y a eu dévalorisation des langues nationales et des formes d'expression autochtones. Deuxièmement, comme défi, mémoire douloureuse et fracture sociale. Violence symbolique et physique du système colonial, toujours vive dans la mémoire collective. Il y a absence de réparation ou reconnaissance complète de la part de la Belgique. Bien que nous avons récemment été visités par le roi, nous avons vu comment les vestiges de la dent du héros national nous a été restitués, mais les Congolais, la mémoire africaine, n'est-ce pas, reste encore en attente que la Belgique reconnaisse complètement ce qu'elle a fait pour les Congolais, mais aussi qu'il y ait réparation, Troisièmement et enfin, le système éducatif encore marqué par le colonialisme.
des programmes scolarisés centrés sur une vision européenne de l'histoire. Hier, on en parlait encore avec mes enfants. Pourquoi on ne parle pas de Chabunda? Parce que des fois, ils me voient partir à Chabunda, dans l'histoire de notre pays. Mais on me pose sur une question d'un village de l'Inde. Ça veut dire quoi ça, papa? Pourquoi on ne parlait pas de Walikale? On ne parlait pas de Fizi? Mais on parle toujours de France, c'est pas, de l'Égypte, on parle de ainsi de suite. Il y a aussi manque de valorisation de l'histoire des héros congolais dans les questions. Je suis content de débattre aujourd'hui avec les doyens, les rôles aînés Chira, mais aussi avec mon enseignant de religion, Walupaka. Très content. Des héros, des icônes qui ne devraient pas disparaître, n'est-ce pas, du système éducatif de notre pays afin de les perpétrer à toutes les générations et de voir de ces acquis, qu'est-ce que nous, Congolais, pouvons développer, pouvons consolider et voilà, laisser aussi un héritage aux générations futures. Et pour terminer mon speech, nous pouvons parler de quelques aspirations contemporaines pour l'avenir culturel de la RDC et des peuples de la région des Grands Lacs. Premièrement, il nous faut une décolonisation des savoirs. Il faut réécrire l'histoire congolaise du point de vue africain. Vraiment du point de vue africain. Il faut une intégration des langues nationales. Ça a commencé, oui, mais que ça accélère. Ça accélère. Que les langues comme l'Ingala s'apprennent aussi à Bukavu, pas seulement dans les provinces de l'Ouest. Les Swahili, les Kikongo, les Chiluba. Que les Congolais s'expriment dans toutes leurs langues, dans le système éducatif ainsi que dans les médias. Quand je suis à Chabunda, les Bachi demandent pourquoi vous ne mettez pas les journaux d'information en Machi. Et les autres, qui sont les Bangala, demandent pourquoi pas les journaux en Lingala, nous qui sommes des Lingalaphones. Donc c'est un peu ça, nous devons voir comment vraiment intégrer des langues nationales dans les systèmes éducatifs ainsi que dans les médias. Cela va renforcer les discours de fraternité, les discours patriotiques pour les générations à venir à imprimer l'histoire de notre pays. Il nous faut une valorisation du patrimoine culturel. Qu'est-ce qu'il faut faire? La restauration et la protection des sites culturels et historiques. Nous sommes en perte des sites culturels et historiques dans notre pays. Il y a des sites que nous avons acquis, mais qui n'existaient plus. Si nous pouvons juste parler de la ville de Bukavu, qui jadis comptait plusieurs salles à l'Institut français, où jadis on partait pour le théâtre, où j'étais baptisé par le prof Chira aujourd'hui comme acteur culturel dans les années 90. Je vois la salle Ciné Rossico, où on partait pour jouer le théâtre. Les autres, c'était pour la musique, c'était pour des concerts. Je vois le cercle culturel des Kadutu, où c'était le cinéma, c'était des concerts, c'était le théâtre. Les communautés allaient se divertir. Je vois centre au cercle. Encore 30 secondes. Alors, nous t'avons perdu, Nicodème. Je suis avec vous. Moi, je vous capte bien, Alliance. Oui, Et encore 30 voilà, secondes, oui. 30 secondes, je termine en parlant de l'émergence. Il nous faut une émergence d'une culture moderne africaine. La création artistique dynamique. Nous avons des talents qui ne doivent pas rester statiques. Des musiciens, des cinéastes. Il nous faut
dans la littérature, nous sommes avec eux comme vecteurs d'affirmation identitaire des technologies numériques pour préserver et diffuser les cultures locales. En conclusion, à 65 ans de l'indépendance, la RDC se trouve à la croisée des chemins entre la gestion de son héritage colonial et la construction d'une identité culturelle autonome. Loin de rejeter en bloc cet héritage, il s'agit de le comprendre, de le critiquer et de s'en franchir progressivement. L'avenir culturel de la RDC et des peuples de la région des Grands Lacs dépendra de leur capacité à réconcilier mémoire, justice historique et renaissance culturelle. Merci, Madame Herry, pour cet espace nous accordé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nicodème, pour cette belle présentation. Nous avons encore 5 minutes à tenir avant d'ouvrir les débats. Et nous mettons au défi notre cher Gervais Tira qui va intervenir. En tout cas, j'ai l'honneur de vous présenter Gervais Tira, plus connu sous le nom d'Oncle Tira, une figure emblématique du monde intellectuel et citoyen au Sud Kivu. Enseignant de français à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, ainsi que dans d'autres institutions universitaires de la région. Il est également écrivain politique, auteur de plusieurs œuvres littéraires saluées pour leur profondeur et leur engagement. En sa qualité de président de l'Union des écrivains du Sud Kivu, il œuvre activement à la promotion de la littérature comme outil de conscientisation, de transmission et de transformation sociale. Mais Oncle Tira est bien plus qu'un enseignant ou un écrivain. Il est ambassadeur de la paix, acteur engagé de la société civile et témoin de l'histoire politique congolaise. Il a notamment participé aux travaux de la Conférence nationale souveraine dans les années 90, 90 chèrement dans notre jargon congolais, un moment marquant dans la quête démocratique du pays. C'est donc avec beaucoup de respect et d'attention que nous lui donnons maintenant la parole pour son éclairage sur le thème du jour. Bienvenue, Oncle Tira. Votre micro est coupé, donc vous pouvez le rallumer, le micro. Excellent. Vous avez 5 minutes. Alors, vous l'avez refermé, le micro. C'est parfait. Vous l'avez refermé. Là, il est ouvert. OK, merci. Excellent. Madame, moi, je vais parler de la dynamique internationale et de l'indépendance de notre pays. Par conséquent, j'aimerais que vous m'accordiez 3 minutes supplémentaires. 3 minutes supplémentaires, comme ça, en 8 minutes, je peux expédier ce que j'ai préparé. Vous l'avez avec l'autorisation de l'auditoire. Merci. J'aimerais prouver quelques thèses historiques. La première est que personne ne se libère seul. C'est que si nous sommes indépendants, c'est dû à notre dynamique intérieure. Et pour connaître cette dynamique, il faut lire le livre de M. de Schrevel, Les forces politiques de la décolonisation du Congo belge. Le livre est disponible. Moi, je vais parler des forces politiques extérieures à notre pays. Et dans ces conditions, je vais montrer, par exemple, que nous avons profité d'un contexte historique. Je vais parler du Congo avec C, pas du Congo avec K. Le Congo avec C est né à partir de la conférence de Berlin. Là, il y avait 14 pays. Il suffit de cliquer et vous allez trouver quels sont ces pays-là.
C'était sur l'initiative du chancelier allemand Otto von Bismarck. C'est à partir de février 1885 que 14 pays, la Turquie, la Suisse, la Suède, la France et les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Espagne, le Danemark, ainsi de suite, vont permettre à Léopold II de créer son État. Et l'État s'appelle État indépendant du Congo. J'insiste sur le fait qu'il n'y avait aucun État africain et il n'y avait aucun Congolais. D'ailleurs, c'est pour ça que Mobutu, dans son discours de octobre 1973 à New York, il avait dit que les puissances s'étaient partagées l'Afrique comme des vautours. Et c'est pour ça que chez nous, écrivains, vous pouvez lire le livre de Hippolyte Boffané, le testament de Bismarck. Alors, après que ces États-là, 14, aient donné à Léopold II le feu vert de créer son État indépendant du Congo, il va très mal gérer le Congo. Si bien qu'il va tomber dans ce qu'on appelle les atrocités léopoldiennes, hein, quand il s'agit de récolter du caoutchouc. Et pour ce sujet-là, j'invite le public à lire le livre d'Adam Hochschild, Le fantôme du roi Léopold II. C'est quand l'opinion internationale a constaté que Léopold II gérait mal le Congo, il est dénoncé ici par le consul irlandais, Roger Casemont. Il est dénoncé par Edmond Morel, un Britannique. Eh bien, même l'opinion belge finira par pousser le roi Léopold II à se désolidariser de son pays. On nous enseigne, on nous dit que Léopold II avait cédé son État indépendant à la Belgique. Ce n'est pas vrai. Il était endetté jusqu'au cou auprès du gouvernement belge et le gouvernement belge lui a confisqué ces pays-là et le gouvernement belge a transformé l'État indépendant en colonie. Nous sommes au 18 octobre 1908. Et pour montrer que c'est un pas vers l'indépendance, c'est que la charte coloniale belge promulguée à cette époque va insérer dans ses articles une disposition relative à la protection des indigènes. Parce que jusqu'à 1908, les indigènes n'étaient pas protégés. On pouvait les faucher comme on voulait. Et c'est pour cela qu'il y avait eu beaucoup de résistants contre la gestion de l'État indépendant du Congo. Je peux en citer 4. Je cite pour la province du Katanga, je cite Msiri, qui a été tué. Je cite pour la province du Sud Kivu, je peux citer Rutakanda, le père de 00 Rugemanisi. Je cite pour le Kasaï, Ngongolutete. Je cite pour l'ancienne province orientale, le Mbata Nadu. Mais c'est pour vous dire que pendant l'État indépendant du Congo, eh bien, il y avait beaucoup d'abus et il y a eu beaucoup de résistance. Alors, après la colonisation, qu'est-ce qui va se passer après 1908? Il y a la Première Guerre mondiale et nous allons participer à cette Première Guerre mondiale avec notre force publique. Nous allons combattre l'Allemagne, nous allons ravir à l'Allemagne sa colonie, le Cameroun, et après la victoire, le Cameroun, colonie allemande, sera partagé entre les Français et les Britanniques. Je ne parle pas de ce qui est arrivé au Rwanda et au Burundi, qui étaient des colonies allemandes et qui ont été cédées à la Belgique. À partir de ce moment-là, la Belgique gère
le Congo belge et le Rwanda, Burundi. Mais il gère mal, parce qu'après après la Première Guerre mondiale, il y aura des grandes dénonciations. Si bien que sur le plan international, il y a des idéologies qui vont favoriser notre indépendance, notamment le communisme. On oublie que le communisme avait un hymne qu'on appelle l'international, et l'international a comme premier vers le vers que voici. Debout les damnés de la terre. Et Debout les damnés de la terre est le titre du livre de France Fanon. Et Debout les damnés de la terre a influencé notre hymne national parce que nous chantons Debout Congolais, tandis que l'international se chante comme suit. Debout les damnés de la terre, debout les forces de la faim. Donc vous voyez que sous la colonisation, nous étions les damnés de la terre et que le communisme, parce que les Russes n'avaient pas de colonies, eh bien, ils travaillaient à ce que les colonies puissent disparaître. Même les États-Unis d'Amérique aussi travaillaient à la disparition des colonies, puisque à la conférence sur la paix à Paris en 1919, le président des États-Unis d'Amérique, Wilson Woodrow, avait lancé les principes que voici. L'habitude de la démocratie doit encercler le monde. Vous voyez, c'est une façon de dire que les colonies doivent disparaître. Toujours dans les années 20, il y aura ce qu'on appelle le panafricanisme. Hein? Les Africains se réunissent pour pouvoir se libérer. Et plus... Encore 30 secondes. Merci. Oui. Avec 30 secondes, je ne sais pas si j'arriverai. Bon, je ne serai pas terrible. Bon, je peux brûler les étapes hein, et passer, par exemple, à la, comment on appelle ça? La proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est un texte inexorable. La Belgique avait souscrit à cette déclaration, mais elle croyait qu'elle allait continuer à coloniser. Malheureusement pour elle, après cette déclaration qui date de 1948, il y aura la conférence de Bandung, 1955, il y aura l'indépendance de la Guinée, d'abord du Ghana en 1957, l'indépendance de la Guinée en 1958, et puis des élections au Congo, des élections municipales qui mettent Kasavubu comme bourgmestre. Et les jours où on l'avait investi, Kasavubu avait dit ceux à qui nous avons rendu la liberté. Parce que sans nous, la force publique, eh bien, la Belgique serait restée occupée par les Allemands. D'ailleurs, il y a des historiens qui disent que c'est nous qui avons gagné la Première Guerre mondiale. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, cliquez sur Sayo. Alors, je termine en disant ceci. Notre indépendance, évidemment, nous l'avons acquise parce que nous avons lutté de l'intérieur, mais c'est dû au fait que nous étions Alors, nous ne vous entendons plus parce que votre micro est coupé. Je pense que vous vouliez nous partager quelque chose. Votre micro est coupé, donc c'est très intéressant votre conclusion. Nous aimerions bien l'entendre, en tout cas. Vous pouvez réactiver votre micro et garder la vidéo en... Vous y arrivez?
On ne vous entend toujours pas. Peut-être quitter le mode de partage, d'écran. On n'entend toujours rien. OK. Là? Ah, super. Oui, juste en 10 secondes pour qu'on lance le débat, cher oncle Thira. Merci. Alors, je dis qu'après la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, plus personne ne peut plus se payer le droit de coloniser un autre individu ou un pays coloniser un autre. Si bien que pour l'Afrique, le Portugal qui s'était entêté a fini de céder son indépendance à l'Angola et au Mozambique. Ce sont des pays qui ont conquis leur indépendance, les armes à la main, parce que le Portugal voulait s'obstiner. Voilà, je peux m'arrêter là, que personne ne se libère seul. C'est une thèse soutenue par Senghor et aussi une autre thèse selon laquelle un battement d'aile de papillon à Tokyo peut provoquer un séisme à New York. Cela s'appelle en philosophie de l'histoire ce qu'on appelle l'effet papillon. Quand un fait se déroule à Bunia ou à Sandoa, vous habitez Bukavu, ne croyez pas que ces faits-là ne vous concernent pas, ce qu'on appelle l'effet papillon. Merci. Merci beaucoup, cher oncle Thira. Nous aurons d'autres occasions, effectivement, où nous serons très honorés de vous accueillir tous et toutes et pour pouvoir approfondir, n'est-ce pas, ces échanges qui restent très intéressants. Et je vous invite à présent, n'est-ce pas, de poser vos questions. Nous sommes à 12h40 presque. Nous avons demandé à ce que la visioconférence puisse durer 1 heure. Donc, nous sommes vraiment dans les défis. J'ai conscience que vous êtes tous enseignants, professeurs, artistes. Et donc, cet art de communiquer est le vôtre. Aujourd'hui, le challenge, c'est de pouvoir nous inscrire dans le délai de ces échanges et j'espère que l'auditoire va nous permettre de grignoter encore 10 petites minutes pour ouvrir le micro à ceux qui sont là pour poser des questions ou peut-être compléter. Et pour chaque intervention, nous donnons 1 minute d'intervention. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des compléments, il y a des interventions dans la salle sur un sujet, des questions à poser à l'un ou l'autre intervenant? Oui? Alors, vous pouvez ouvrir vos micros hein, parce que nous n'entendons pas. Justement, je voudrais compléter l'exposé de celui qui m'a précédé, qui a parlé de la politique linguistique de notre pays. Bigabwa. Moi, j'ai participé à la rédaction des 2 dernières constitutions. Alors, nous avons insisté sur le fait que dans l'enseignement, il faut enseigner les langues nationales. Il y a 4 langues nationales dans les milieux où on ne les pratique pas. C'est-à-dire qu'ici, à l'Est, on devrait enseigner le Kikongo, le Lingala et le Chiluba. Tandis qu'à Kinshasa, dans la province de l'Équateur, on pourrait enseigner le Kiswahili et ainsi de suite.
D'abord, linguistiquement, moi je suis lexicologue, je vous informe que toutes ces langues-là ont presque les mêmes mots. Quant aux langues qui n'ont pas été élevées au niveau national, la Constitution est claire, elle dit qu'il faut aussi les promouvoir et les protéger. Donc, il ne faut pas, c'est parce que notre enseignement ne suit pas les textes juridiques qu'on n'enseigne pas ces langues à l'école primaire, à l'école secondaire, dans les universités. Par exemple, ici au Sud Kivu, quelqu'un qui apprendrait le Kikongo à l'école primaire, au secondaire, il apprend le Chiluba, et à l'université, il apprend le Lingala. Il terminerait son cycle en maîtrisant ces trois langues-là. Mais on ne le fait pas. Il y a toujours... C'est comme si on légiférait pour les animaux. C'est un complément que je donne. Merci beaucoup, Oncle Chira, pour ce complément. Les autres intervenants, si vous avez aussi à rajouter quelque chose, les membres de la coalition qui souhaitent aussi intervenir sur un sujet, voilà, à approfondir, vous pouvez, c'est le moment. Oui, je voudrais aussi compléter par rapport aux différentes interventions. À suivre les différentes présentations, j'ai réalisé que le concept de violation de la dignité humaine est revenu aussi bien à l'époque coloniale qu'à l'époque contemporaine. Ceci étant, dans le cadre des perspectives, Oncle Kira l'a dit, il a montré que les forces publiques à l'époque étaient une armée constituée de 20 militaires. Ils ont même laissé de bons souvenirs à la Première Guerre mondiale. Alors ma recommandation, c'est celle-ci. J'ai dit que notre sécurité commencera ainsi à avoir un sens quand le citoyen sera au centre de celle-ci. Non pas comme un ennemi, mais comme le destinataire numéro 1 de toute l'action. Notre politique sécuritaire devra avoir comme objectif premier de nous sortir de la condition d'esclave dans laquelle nous jette la précarité et la pauvreté. Donc, il est temps d'identifier les menaces tant internes qu'externes qui pèsent sur notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bernardin, pour cet ajout. J'ai une question dans le chat de Nourou qui posait, je pense, à Cyprien Walupaka, et puis les autres intervenants pourraient bien compléter. Elle dit, le panel a été très intéressant. J'ai entendu parler de la reconstruction de la RDC. Ma question est alors, qu'est-ce qui serait mieux? Reconstruire sur l'héritage colonial ou reconstruire pour tout recommencer à zéro? Donc, vous avez 1 minute, Cyprien Walupaka, pour la réponse, et les autres intervenants qui souhaitent aussi répondre à cette question peuvent le faire. Vous pouvez ouvrir votre micro. Il est ouvert. Le micro de Cyprien Walupaka n'est pas ouvert. Voilà, super. Merci. OK. Merci pour la question. Est-ce qu'on peut reprendre la question pour une meilleure compréhension? La question est celle-ci. Au vu du panel très intéressant, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de reconstruire la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il serait mieux de reconstruire sur l'héritage colonial ou plutôt reconstruire pour tout recommencer à zéro? C'est vraiment une question ouverte pour tous les panélistes. Merci de la question. Je crois qu'on ne peut pas facilement se débarrasser d'un passé parce que nous le portons en nous. Que nous portons en nous, il y a des complexes que nous portons
Nous vous avons perdu. Nous avons perdu Cyprien Walupaka. En attendant qu'il retrouve son micro, il y a Nicodème qui voulait aussi intervenir par rapport à la question. Je t'en prie, Nicodème. Oui, merci Eri. Merci aussi à Nourou qui a posé la question. J'étais en train de capter Cyprien qui voulait répondre. Et moi aussi, je commencerai de la même façon, c'est-à-dire reconstruire, tout reconstruire ou pour tout recommencer à zéro, non. Parce que pour ceux qui connaissent vraiment notre pays, le Congo, et ceux qui connaissent la Belgique, je parle par exemple sur le plan infrastructurel, il a été démontré que le Belge nous a légué vraiment un héritage. Mais fort malheureusement, c'est nous qui n'avons pas pu bien gérer ou consommer l'héritage nous légué par le Belge. Et voilà pourquoi je pourrais plutôt nous inviter à une organisation sérieuse. Nous devons être sérieux envers notre pays, envers notre héritage. Nous devons l'aimer. Nous devons aimer la RDC. Nous devons aimer notre héritage. Il est toujours regrettable de voir un héritier dilapider, détruire tout l'héritage légué par ses parents. Et c'est le cas de notre pays aujourd'hui. Je me dis, sur le plan culturel, comme j'étais en train de le démontrer dans mon intervention, si on pouvait bien gérer l'héritage culturel nous légué par les Belges, aujourd'hui la RDC serait parmi les premiers des pays africains ou même du monde sur le plan culturel à montrer le chemin. Et nous serions très suivis. Mais fort malheureusement, tout l'héritage culturel, presque, a été vendu. Nous n'avons pas à sécuriser l'héritage culturel. Nous avons vendu toutes ces salles, toutes ces infrastructures nous laissées par les Belges. Et c'est là que je nous invite à l'amour patriotique, mais aussi à la sérieuxité. Lorsque on commence à désaffecter les sites, les patrimoines culturels, il est prouvé que nous ne tenons pas, n'est-ce pas, aux avantages ou à l'intérêt que cela serait beaucoup plus bénéfique pour les générations actuelles et futures. Et donc, recommencer à zéro, non, mais à nous de nous mettre, nous asseoir, réfléchir et construire un nouveau départ, construire un plan et nous dire, voici le plan à suivre, comment nous devons sécuriser, nous devons promouvoir, nous devons rénover, nous devons innover également afin que les générations futures actuelles puissent vraiment en bénéficier. Merci. Merci Nicodème pour cette intervention. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avant que quelqu'un d'autre ne prenne la parole? Il y a une réponse aussi de Moïse Tiralura Masonga dans le chat qui dit « Reconstruire sur les deux aspects en innovant certaines choses ». Ok, très bien. Nous avons encore 5 minutes pour échanger. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole sur ce sujet ou sur un autre sujet pendant 1 minute à partager? Madame, moi, je voudrais intervenir sur le mot reconstruction. Il paraît pour la première fois dans notre vocabulaire politique dans la dernière lettre de Lumumba à sa femme. Et il nous invite à reconstruire le pays. Et puis, Mobutu a repris ça dans son discours du 12 décembre 1965, si bien qu'après son coup d'État, le slogan qui passait, c'était « En avant pour la reconstruction du pays ». Maintenant, comment faut-il reconstruire le pays? Pour savoir comment il faut procéder, il faut lire les discours de Lumumba. Il y a des parties où il dit « Nous allons ». Par exemple, sur le plan juridique, il dit « Nous allons revoir toutes les lois ».
Donc, les lois qui étaient injustes, il faut les revoir. Il a dit, par exemple, que nous devons revoir notre conception de la paix. Il a dit que nous allons remplacer la paix des fusils et des baïonnettes par la paix des cœurs et de bonne volonté. Il a dit, par exemple, pour ce qui concerne la justice sociale, qu'il faut que toutes les terres du Congo profitent à ses enfants. Donc, reconstruire le pays, ce n'est pas se débarrasser de ce que le colonisateur nous a laissé. Par exemple, nous sommes les héritiers de Léopold II. Il nous a légué un pays que nous voulons uni, comme Léopold II lui-même avait dit. Il avait dit qu'il ne fallait pas perdre un seul millimètre de la Ruzizi qui vous. Et c'est pour ça que nous aussi, nous continuons à lutter contre la balkanisation ou même contre la scission de notre pays en plusieurs parties. Nous avons lutté contre la sécession katangaise. Par conséquent, reconstruire le pays, c'est garder ce que le Belge nous a donné, c'est qu'il y a des positifs, notamment le pays, la langue qui nous permet, et puis, par exemple, cette modernité qui nous permet de nous déplacer et d'échanger, ce qui n'existe pas, ce qui n'aurait pas existé si nous étions restés enfermés. Donc, je m'arrête là, mais j'aimerais que tous qui veulent penser à la reconstruction relisent les discours de Lumumba. Et moi, si je devais diriger ce pays un jour, je ne chercherais même pas un projet de société, je reprendrais seulement les discours de Lumumba et je crois que j'ai réussi. Merci beaucoup, oncle Tchira. Merci en tout cas pour ces recommandations, puisque nous avons tout noté et nous allons rediffuser cette vidéo, que vous remettiez en perspective les échanges pour que ça puisse cristalliser en tout cas les propositions et les orientations qui découleront de ce panel. Alors, je prendrai une dernière intervention dans la salle avant de finir. Il y a Audi qui dit « Bonjour à tous, merci pour ce panel enrichissant. Je voudrais comprendre comment les politiques actuelles tiennent suffisamment compte de la dignité des personnes déplacées ou des victimes de violences de tout genre. » En tout cas, je laisse la parole aux panélistes et à d'autres personnes dans la salle de pouvoir répondre en respectant les 2 minutes qui nous sont imparties. Alors, je reprends la question. Je voudrais comprendre comment les politiques actuelles tiennent suffisamment compte de la dignité des personnes déplacées ou des victimes de violences. Regret, les déplacés, presque personne ne s'en occupe. On ne respecte pas même ce qu'on appelle la législation internationale. Nos ancêtres, en cas de guerre, respectaient les invalides, les femmes et les enfants. Et quand quelqu'un était vaincu, on les traitait convenablement. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les politiques actuelles. Moi, de quelle politique voulez-vous parler? Que ce soit la politique interne ou la politique externe, toutes les deux ne sont pas sensibles à la déréliction, aux misères de déplacés ou de ceux dont les droits ont été violés. Je crois. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes heureux de voir que bientôt la guerre peut se terminer. Merci beaucoup, oncle Tchira. Est-ce que Nicodème ou Bernardin ou Claude voudraient sur cette question réagir ou rajouter quelque chose en tant qu'intervenant sur la question des déplacés et des violences? Oui, c'est la question des déplacés, des violences. C'est vrai, nous tirons la sonnette d'alarme. Les droits humains sont à protéger, comme l'était en train de le dire oncle Tchira.
Au jour du jour, on est en train de compter d'alerte sur des violations des droits humains. Et au jour d'aujourd'hui, il est temps de s'asseoir et de regarder en face les droits humains. Sans l'autre, nous ne pouvons pas décoller. Si l'autre est victime, c'est-à-dire que moi qui suis victime, et c'est toute la région qui est victime. Et donc, il est temps de mettre fin aux violations des droits humains, de plus tolérer et dans lesquels vivent les Congolais, les peuples de la région des Grands Lacs, puissent favoriser le vivre ensemble et la. Et pour finir, c'est par rapport à ce que nous révélait Oncle Tira sur les langues nationales dans le système éducatif national. Il est vrai qu'on ne légifère pas pour les animaux. Et c'est pourquoi moi, j'ai voulu nous inviter ici tous réunis et de nous constituer en un seul homme afin de bousculer, de rappeler au gouvernement congolais, rappeler le ministère de l'Éducation que la Constitution a déjà tout prévu et qu'il est temps, c'est urgent que ces langues nationales puissent intégrer dans le système éducatif national. Voilà un peu, Eric, ce que j'avais à ajouter pour terminer. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, je vais mettre fin à cette table ronde. Nous avons déjà 30 minutes en plus. Elles sont extraordinaires, toutes ces discussions, et je pense qu'on pourrait les inscrire dans le temps, dans des échanges futurs. Il y a Didi Sam Safari qui souhaite à tout le monde bonne fête d'indépendance, que les 65 ans soient une boussole pour l'avenir. Et il dit ceci dans son message: le fleuve Congo ne recule pas devant les rochers, il les contourne, les embrasse et poursuit sa course vers l'océan. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, chers panélistes, chers participants, de vous remercier pour votre temps, votre engagement, votre participation. Nous arrivons au terme de cette table ronde dense, vous l'avez bien compris, riche en analyse, en émotions, n'est-ce pas, et en espoir partagé. Ensemble, nous avons posé un regard lucide sur 65 ans d'histoire post-coloniale, sur les acquis parfois fragiles, les défis encore criants, mais aussi sur les dynamiques d'engagement citoyen qui se renforcent, portées par des voix comme celles que nous avons entendues aujourd'hui. Merci aux intervenants pour la clarté, la profondeur et l'engagement de leur prise de parole. Merci à vous tous et toutes, participants, participantes visibles et en coulisses, pour votre écoute et votre présence. Ce qui nous rassemble ici ne s'arrête pas à une date, ni à une rencontre. Cette table ronde s'inscrit dans un processus, n'est-ce pas? Celui d'une mobilisation continue, citoyenne, transversale, comme vous l'avez bien évoqué, pour la justice, la dignité humaine et la paix. Au nom de la coalition des acteurs citoyens engagés et solidaires, je vous invite à rester en lien et continuer de faire vivre ce souffle collectif à travers vos réseaux. C'est important, vos institutions, vos parcours, et à ne jamais baisser les bras. Pour conclure, permettez-moi de citer un proverbe africain qui dit ceci: seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci de contribuer à aller plus loin ensemble. À très bientôt pour les futurs échanges et les futures étapes. Excellente continuation à chacune et à chacun de vous. Excellent week-end chez vous et surtout, prenez soin de vous.